Alors maintenant, on va voir comme deuxième correcteur le correcteur pays. D'accord? Pays. Alors pays, c'est pour dire correcteur proportionnel et intégral. Et dans le sens d'une addition. Hein, quand je dis 3 et 5, dans ma tête, c'est 3 plus 5, ça fait 8. Il faut le comprendre comme ça, proportionnel et intégral. C'est-à-dire qu'on fait l'addition entre une proportionnalité et une intégrale. C'est-à-dire finalement que mon erreur corrigée dans le temps, elle va être proportionnelle à l'erreur, puisque l'erreur corrigée, c'est l'erreur qui passe à travers le correcteur, hein, je vous le rappelle, plus proportionnelle, je vais le marquer comme ça exprès, à, avec un certain coefficient, à l'intégrale de l'erreur. Bon, les coefficients que je mets, KR, TOI, bon, c'est des constantes, hein, donc vous agacez pas avec ça, c'est juste pour dire qu'on est proportionnel. Et là, c'est exprès, c'est pour la forme finale hein, que je fais ça. C'est-à-dire que là, l'écrire comme ça me permet, par exemple, de mettre KR en facteur. Alors, étant donné que maintenant j'ai la relation temporelle, c'est bien joli, sauf que bah, vous commencez à comprendre que les relations temporelles, on ne peut pas trop les manipuler, et donc on va passer à la transformée de Laplace. Et si je fais la transformée de Laplace de l'erreur corrigée, évidemment, j'obtiens l'erreur corrigée, mais en Laplace, qui va être alors proportionnel, si je reprends cette expression. Le KR est un coefficient de proportionnalité, ça ne change pas. La transformée de Laplace de epsilon de t, ça fait epsilon de p, plus 1 sur tau-i, celui-là aussi c'est un coefficient de proportionnalité. Et puis là, on retrouve l'intégrale de l'erreur. Quand je fais la transformée de Laplace de l'intégrale, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Est-ce que quelqu'un... Erreur sur P? Exactement. Ça fait divisé par P. Ça fait la fonction non intégrée, non modifiée, et elle est divisée par P. Voilà. D'accord? Alors vous allez rapidement voir pourquoi on fait tout ça, hein, vous inquiétez pas. Puisqu'on parle bien d'un correcteur, là encore, hein, donc... Et puis maintenant que j'ai fait ce passage en Laplace, on retrouve à nouveau l'intérêt de faire du Laplace, c'est que je peux mettre maintenant epsilon en facteur. Voilà. Et que donc mon correcteur PI, il a comme fonction de transfert par définition epsilon c sur epsilon en Laplace. Évidemment, si je fais epsilon c sur epsilon, il me reste que cette partie-là. Donc KR. Ah mince, pardon, on va rester rigoureux. J'ai parti depuis le début, je suis avec une minuscule. KR facteur de 1 plus 1 sur tau IP. Voilà. Et quelque part, bien sûr, la partie 1 avec le KR, bon, c'est la partie proportionnelle. Et la partie intégrale, évidemment, on sait bien qu'intégrer dans le temps, c'est multiplié par 1 sur P, multiplié par 1 sur tau P, la fameuse fonction de transfert de l'intégrateur pur. Donc on fait du proportionnel plus de l'intégrateur pur. Alors on peut l'écrire d'une autre forme, d'une autre manière, cette fonction de transfert, les deux sont valables. Hein. On utilise plutôt cette forme-là parce qu'elle découle directement du côté proportionnel plus intégral. Maintenant, eh bien, on aime bien aussi mettre tout au même dénominateur, le dénominateur commun étant tau IP, et puis ici, quand on met au même dénominateur, ça nous fait 1 plus tau IP, c'est-à-dire des formes polynomiales canoniques qu'on connaît déjà, qu'on a l'habitude de manipuler. Ça, c'est plus pour une analyse fréquentielle que ça aide. Alors, on peut remarquer du coup que notre correcteur PI, il introduit un terme au numérateur sous forme d'un premier ordre, donc il introduit ce qu'on a appelé un 0, et il introduit un pôle.
Mais sauf que là, le pôle est nul. Il y a une fréquence de coupure nulle. Voilà. On va faire l'étude du correcteur PI avec un KR de 1. La suite de l'étude, on va la faire avec un KR de 1, c'est-à-dire avec un coefficient de proportionnalité de 1. Et si KR en rend différent de 1, ça revient à faire l'étude d'un correcteur P, donc une étude de translation de la courbe. C'est ce qu'on a, je ne reviens pas dessus, on en a discuté au dernier cours. Quand on agit sur un coefficient de proportionnalité, la courbe ne change pas de forme, juste elle est translatée vers le haut ou vers le bas. Donc comprenez l'idée, on va étudier ce qui se passe avec juste cette partie-là. Cette partie-là, comme c'est un filtre, elle va déformer la FTBO. Puis quand la FTBO est déformée suivant des volontés, suivant ce que l'on voulait faire pour améliorer, bon, ben on sait qu'on peut encore agir sur le coefficient de proportionnalité pour que l'ensemble du résultat obtenu avec ça tout seul, il s'obtient facilement par translation. Bon, ben maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il fait ce correcteur, parce que c'est bien joli, je viens de vous donner une fonction de transfert. On est en droit de se demander maintenant qu'est-ce qu'il va faire sur une FTBO, comment va-t-il modifier une FTBO. Donc, on va regarder ce que je vais appeler la façon dont il agit, l'action du PI, l'action du correcteur PI. Et pour regarder cette action, on va regarder son BOD. Je vais réécrire la fonction de transfert du correcteur PI juste là, en prenant, je vais prendre cette forme-là, qui est plus parlante pour vous normalement, et puis en prenant donc le fameux KR égale à 1. Et puis pour faire facilement le BOD, comme il n'y a pas beaucoup de fréquences de coupure, j'ai juste à faire les équivalences déjà pour commencer. Alors l'équivalence en 0, évidemment le taux IP au numérateur est négligeable, ça fait 1 sur taux IP. Et l'équivalence en l'infini, cette fois c'est 1 qui est négligeable. Il reste taux IP sur taux IP, il reste 1. D'accord? On est équivalent à un intégrateur pur en basse fréquence, on est équivalent à 1 en haute fréquence. Qu'est-ce que ça va faire comme diagramme de BOD au niveau du gain? On parle bien uniquement du gain du correcteur. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est en fait très simple. Un intégrateur pur, on connaît son diagramme de BOD. Je le fais en pointillé là. C'est une droite décroissante permanente. Ici à 1 sur tau i. Et puis une constante égale à 1, on est ici, sur l'axe. Donc ça, c'est fonction de transfert équivalente à 1, et la fonction de transfert, 1 sur tau IP, l'équivalence. Que nous dit nos équivalences? Qu'en basse fréquence, on fait pareil que lui, et qu'en haute fréquence, on fait pareil que lui. Donc mon diagramme de BOD, en asymptotique, il est comme ça. Vous êtes d'accord? Oui. Je ne l'ai pas marqué, mais la pente, elle est bien sûr de moins 20 dB par décade. Et le changement d'attitude, le changement de comportement, le passage d'une asymptote à l'autre, se fait à 1 sur tau i. Ça, c'est la courbe asymptotique. La courbe réelle, on sait qu'elle est confondue avec les asymptotes en basse fréquence et avec les asymptotes en haute fréquence. Puis entre les deux, on s'en écarte un petit peu, on passe au-dessus. Avec ici, d'ailleurs, comme c'est issu d'un premier degré, ici, en fait, on est à plus 3 dB. Quand on est à 1 sur tau i, on est à plus 3 dB. Infini? Infini? Oui, oui. Il est infini. On le voit très bien ici. Le gain statique, c'est la limite quand P tend vers 0. Si je fais tendre P vers 0, au numérateur, ça fait 1 sur 0. 1 que divise 0, ça fait l'infini. Ouais. Où voit-on le gain statique là-dessus, sur ce diagramme de BOD? Où est-ce qu'on le voit? Sur l'axe des ordonnées? Sur l'axe des ordonnées, à quel endroit? Euh, L'axe des l'infini abscisses. moins l'infini d'oméga.
Voilà, parce que n'oublions pas qu'ici, c'est un axe qui est en réalité en log de oméga, que donc là, quand on dit oméga, enfin quand on dit 0, c'est log de oméga qui vaut 0. C'est donc ici, en vrai, le oméga est égal à 1. Et puis, si je vais une décade plus loin, je vais par là. Et si je vais une décade plus bas, eh bien ici, je suis une décade plus bas, je suis à 0,1. Et puis plus bas, je suis à 0,01, etc. Donc le oméga égale 0, où est-il sur ce graphe? En bas à l'infini. L'infini à gauche. Exactement. Le oméga égale 0, je le marque comme ça, il est à l'infini à gauche. Donc, que fait la droite quand on va à l'infini vers la gauche? Elle va en plus l'infini. Elle va en plus l'infini. Ce qui veut bien dire que le gain statique, il est de plus l'infini. D'accord? Ah, j'en avais un petit peu, je l'avais déjà rappelé, mais c'est fondamental de ne pas se mélanger. Quand on a une pente comme ça, quand on commence avec une asymptote oblique, bah, le gain statique ne se lie pas sur l'axe des ordonnées, justement. Il ne se lie pas ici, il se lie en moins l'infini au niveau des oméga. Et pour la phase, que fait la phase du correcteur PI? Dites-moi, est-ce que vous avez une idée? Passe de moins 90 à 0. Exactement. Intégrateur pur en basse fréquence, donc ça veut dire que je suis à moins 90 au niveau des basses fréquences. Constante en haute fréquence, je l'ai effacé, hein, mais c'était constante en haute fréquence, ça veut dire que je suis à degrés au niveau des hautes fréquences. Et le changement s'opère évidemment toujours à la pulsation 1 sur τ. Et donc ma phase réelle, elle commence de là, elle finit là-bas, et avec la particularité de passer pile poil au milieu quand on est à 1 sur τ. Pile poil à moins 45 degrés. Voilà. On peut déjà regarder ce qu'il fait donc, résumer ce qu'il fait en basse fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il fait en basse fréquence? Alors, il augmente le gain. N'oublions pas que le correcteur nous permet d'additionner à la fonction de transfert en boucle ouverte, d'additionner du gain et de la phase pour obtenir la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée, pardon. Donc, en basse fréquence, il ajoute du gain, il additionne du gain à la FTBO. Il ajoute du gain. Combien ajoute-t-il de gain à oméga égale 0? Plus l'infini. Il ajoute un gain statique infini. Hein, à oméga égale 0, un gain statique, il ajoute un gain statique infini. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il ajoute quoi d'autre? Il ajoute il ajoute une phase négative, il ajoute moins 90 degrés de phase à oméga égale 0. Évidemment, sous-entendu que quand oméga augmente, il ajoute de moins en moins de phases. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce qu'on vient d'écrire sur son action? Qu'est-ce qu'il va faire le correcteur PI du coup? On ajoute un gain statique infini. Ça veut dire que la fonction de transfert corrigée, elle va se retrouver avec un gain statique infini. Si le correcteur a un gain statique infini, comme il ajoute son gain à la FTBO, ben la FTBO corrigée va avoir un gain statique infini. Et si la FTBO corrigée a un gain statique infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rend l'erreur statique du système nulle. Il devient parfaitement... Non? Il devient parfaitement précis. Oui? Vous avez compris ou pas? Bon, vous reprendrez les cours d'avant, hein, s'il faut.
Parce que l'erreur statique dépend du gain statique de la boucle ouverte. Plus il est grand, plus elle est petite. Et quand le gain statique de la boucle ouverte devient infini, ben évidemment, l'erreur devient nulle. Voilà. Par contre, évidemment, ici, il y a un petit problème. C'est que comme il ajoute une phase négative, ça veut dire qu'il a tendance à rapprocher la courbe du point critique. Donc, ça veut dire qu'il pourrait dégrader la stabilité. Sauf si on le dimensionne correctement. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser ce qu'il fait en haute fréquence. La phase devient nulle. Ouais, et le gain, Égal à 1. il est égal à 1. Alors, c'est 1 dans le sens de l'amplification. Oui, C'est du coup, en fois fait, il retransmet la consigne. Exactement. Et donc, l'erreur corrigée. L'erreur, pardon, il retransmet l'erreur. Donc, quand je dis gain, c'est dans le sens des décibels. Ça veut dire il ajoute 0. 0 dB. Et il ajoute 0 degré en phase. Donc, ce que tu viens de me dire avec un petit couac, donc effectivement, il laisse passer l'erreur sans la modifier. Il fait x1 à l'erreur. Donc, en fait, il ajoute 0 en gain et il ajoute 0 en phase à la FTBO. Donc, la FTBO corrigée, elle est égale à la FTBO. C'est-à-dire qu'en haute fréquence, il ne modifie pas la FTBO. Et s'il ne modifie rien, ça veut dire qu'on conserve les caractéristiques de la courbe. Et comme c'est plutôt en haute fréquence qu'on est à côté, qu'on s'approche du point critique, ça veut dire qu'en fait, il permet de conserver la stabilité du système. Bon, histoire quand même d'approfondir un petit peu l'analyse, parce qu'on ne le fera pas pour tous les correcteurs, mais pour ce premier correcteur un petit peu particulier, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et puis ça va nous permettre de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut régler ce correcteur. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la fameuse constante de temps tau i. Donc on va utiliser un exemple. Comme exemple, un exercice en fait. On va faire un exercice tous ensemble. Alors voici ce que j'ai choisi comme exercice et comme exemple. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Alors on repart de la même fonction de transfert qu'on avait déjà utilisée dans un exemple précédent, celle qui est donnée dans le TD3, c'est-à-dire une fonction de transfert en boucle ouverte qui vaut 5 sur 1 plus 2p plus p carré. Voilà. Et j'ai remis ici, c'est la FTBO qu'on a ici. Donc j'ai remis ici la FTBO que ça donnait. Vous vous souvenez, on commence de 14 dB, 20 log de 5. C'est un deuxième ordre qui décroît vers moins 180 degrés. Le point critique, il est toujours ici, etc. Que vaut l'erreur statique du système bouclé qui aurait cette fonction de transfert en boucle ouverte? L'erreur statique, elle vaut 100 sur 1 plus le gain statique de la BO, qui vaut ici 5. Ça fait 100 que divise 6. 100 que divise 6, ça fait environ 16%. Donc ça me dit que mon système en boucle fermée doit avoir 16% d'erreur. Évidemment, ma courbe dans black me dit que je suis toujours en dessous du point critique, donc on est stable, ce n'est pas le problème. On a une erreur de 16%. Bon, on a une précision qui est pas terrible, bien sûr. Mais bon, elle n'est pas non plus monstrueuse, mais elle n'est pas top. Et puis, je ne sais pas si ça se voit bien là au niveau du tableau, mais comme c'est le même exemple que la dernière fois, eh bien, grâce aux isomodules, on retrouve qu'on vient tangenter l'isomodule 1 dB ici, et que là, on est pratiquement à l'isomodule moins 2 dB, qu'on a donc une résonance totale en boucle fermée qui sera d'environ 3 dB, ce qui veut dire que notre réponse va avoir des oscillations amorties. Ouais. Et voici la réponse indicielle de la FTBF lorsque l'on a pris T de P et qu'on a mis T de P en boucle à retour unitaire. Et qu'est-ce qu'on constate sur ce résultat?
de la réponse indicielle. Hein, ici, vous avez le temps, 0, 12 secondes. Ici, vous avez l'entrée, qui est l'échelon, la consigne. J'ai mis une consigne de 100, comme ça, comme là dans le calcul, avec une entrée qui vaut 100. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Regardez, là, on est à 84. Oui, effectivement, ici, on a bien 16% d'erreur. Puisque l'erreur, bien sûr, on va le voir entre la valeur finale de la consigne moins la valeur finale de la sortie. Donc, la simule nous permet bien de retrouver les calculs que l'on peut faire uniquement avec la FTBO, une FTBF qui a une erreur de 16%, et puis les 3 dB de résonance. On voit bien l'oscillation amortie qu'il y a. Elle n'est pas monstrueuse, mais bon, 3 dB, c'est pas négligeable. Il y a des oscillations qui sont quand même présentes et un petit peu marquées. Hein, donc ça, c'est la qualité de la stabilité qui est vue par les 3 dB. On part de ça. Bon, donc ici, on a notre FTBO. Vous voyez, elle est là. Elle est là, la FTBO. Le point critique est ici. Si j'utilise un correcteur PI, j'ai effacé, en fait, le diagramme de Bode du PI. Je vais le redessiner ici de manière très symbolique pour le gain et pour la phase. Qu'est-ce qu'on a dit? Que le gain, il faisait un truc comme ça, en commençant de l'infini et en revenant à 0. Ici, on est à 1 sur tau i. Et la phase, elle commence de moins 90 et elle finit à 0. Qu'est-ce qui est facile? Donc, n'oubliez pas que ça, alors je continue, si ça, c'est T de P, mon objectif, ça va être de trouver TC de P. La FTBO qui est ici, moi, je veux trouver la FTBO corrigée. Et ça, c'est le correcteur. Or, qu'est-ce qu'on a dit? La FTBO corrigée, c'est la FTBO non corrigée à laquelle s'ajoute le gain et la phase du correcteur. Et ça, ce résultat d'addition va me donner la FTBO corrigée. Alors, qu'est-ce qui est facile de déterminer? Ce qui est facile à déterminer, c'est que quand les fréquences sont à... le correcteur ne change rien à la FTBO. Oui ou non? Oui. Donc, quand je vais être en haute fréquence, quand je vais être dans des fréquences plutôt grandes, je fais en rouge ma courbe corrigée. Ma courbe corrigée et ma courbe non corrigée sont confondues. En rouge, ça va être la courbe corrigée. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui. Évidemment, ça sous-entend que le 1 sur tau i qui est ici, eh bien, il est quelque part par là. Je suis à des fréquences supérieures à 1 sur tau i. Et le tau i, bien sûr, c'est le concepteur du correcteur qui le choisit. Il va choisir la valeur numérique de tau i et à lui de faire en sorte que le tau i il soit calé au niveau des oméga de la courbe en boucle ouverte. Il va être calé ici, il peut être calé là, il peut être calé là, ça dépend où est-ce qu'on va être. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui va se passer maintenant en basse fréquence? Il faut ajouter le gain. Alors, prenons le cas oméga égale 0. Oméga égale 0 est ici pour ma FTBO. Que vaut la phase pour oméga égale 0? Moins 90 du coup. Donc, ça veut dire que ce point-là, il va se retrouver 90 degrés décalé par là. Oui ou non? Ouais. Et il a quel gain pour oméga égale Infini. 0? Infini. Donc, ça veut dire décaler vers le haut. Ouais. Il se retrouve à l'infini. En d'autres termes, si vous préférez, la courbe corrigée, si on fait la fonction équivalente, à cause de l'intégrateur pur qui est présent dans le correcteur PI, eh bien évidemment, la fonction équivalente va nous dire que notre fonction de transfert corrigée, elle est équivalente en basse fréquence à un intégrateur pur. L'intégrateur pur qu'introduit le correcteur PI. Et un intégrateur pur en basse fréquence, c'est bien plus l'infini moins 90. Oui, non? Oui, oui. Ce qu'on vient de retrouver là, le 0 radian par seconde, il est décalé de 90 degrés vers la gauche.
et il a un gain infini. Donc c'est pour ça que je le fais sortir volontairement de l'écran même, parce que quand on n'est ni très grand ni très petit, qu'est-ce qui se passe? On est dans la zone intermédiaire. Ouais. Imaginons que j'ai fait un choix de valeur numérique de 1 sur TOI qui me dit que là, j'ai 1 sur TOI. À cette fréquence-là, c'est 1 sur TOI. Qu'est-ce qui arrive à cette fréquence? La phase est décalée de combien? Ça. Moins 45, donc elle est décalée de moins 45 par là. Et elle est décalée de combien en gain? 3 dB. Donc elle n'est pas très haute. Vous voyez? Autant celle-là, elle a été décalée de manière importante, autant quand on arrive à 1 sur TOI, il y a encore un décalage, mais qui est évidemment moins important. Et on peut mettre une petite flèche pour indiquer la déformation de la courbe. On peut mettre des flèches comme ça. Dès que j'en ai trouvé un qui fonctionne à peu près bien. Voilà. Celui-là se retrouve envoyé à l'infini. Celui-là se retrouve décalé un petit peu de 45 degrés 3 dB si là on est à 1 sur TOI. Évidemment, entre les deux, ça veut dire qu'on va décaler davantage en phase, davantage en gain. Donc on va avoir des flèches comme ça qui sont de plus en plus longues et de plus en plus inclinées vers le haut. Et puis bien sûr, quand on est supérieur à 1 sur TOI, eh bien on décale de moins en moins en gain et de moins en moins en phase. Ce qui fait que chaque point que j'ai fait là représente l'endroit où va se retrouver ma FTBO corrigée, et que donc, en conclusion, on voit bien qu'on va être très étiré en basse fréquence jusqu'à l'infini, donc on a énormément déformé en basse fréquence, et on n'a pas du tout déformé en haute fréquence. Conclusion, on a modifié le gain statique de la FTBO en une valeur infinie, il devient bien parfaitement précis. Par contre, vous pouvez le constater ici, notre courbe n'ayant quasiment pas changé dans cette zone-là, je touche toujours l'isomodule 1 ou 2 dB. Il faudrait le faire zoomer plus précisément pour le voir. Et je commence à l'isomodule 0 dB. Donc j'ai toujours dans les 2 dB de résonance. Donc j'ai toujours la même qualité de stabilité. Mais j'ai bien amélioré la précision. Eh bien, regardez ce que je viens de vous dire. J'ai volontairement effacé, puisque j'ai fait la simulation, du coup, pour un correcteur PI. J'ai effacé les isomodules, les légendes des isomodules, mais regardez donc la courbe, bah, ça ressemble bien à ce que je viens de dessiner. Bon, vous voyez que j'ai été un petit peu simpliste dans mon exemple de tout à l'heure. Avant correction, on est là. Et après correction, bah, évidemment, en fait, ce que j'ai un peu simplifié, c'est que je suis revenu très rapidement, comme pour dire je ne change plus la courbe. Mais en vrai, eh bien, il faut quand même pas mal faut augmenter beaucoup la fréquence pour que les deux courbes ne soient plus déformées, ne soient plus modifiées du tout, pour que les deux courbes soient identiques. Et par contre, on retrouve bien en basse fréquence que le gain est devenu infini. Évidemment, la rouge ici, c'est la FTBO corrigée. L'isomodule, donc là, celle-là, elle a un gain statique infini, donc elle a une erreur statique nulle. Et elle a ici l'isomodule 0 dB qui est ici, et là, c'est l'isomodule 1, 2, 3. On est à 3, 3, 4. Donc elle a toujours une résonance environ de 3 dB. Allez, à la louche, elle n'a pas beaucoup changé, la résonance. Et voilà le résultat de la boucle fermée. Qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, qu'il y a toujours une oscillation un petit peu marquée. On n'a pas touché à la qualité de stabilité. C'est les 3 dB de résonance, 3-4 dB de résonance qui nous donnent ça. Et maintenant, vous voyez la différence? J'ai demandé 100, et qu'est-ce que j'obtiens comme valeur finale de la sortie? 100. Je suis devenu parfaitement précis. Mais du coup, on s'est rapproché du point de critique. Un tout petit peu, oui. On s'est rapproché un petit peu du point critique. Là où on a gagné, c'est qu'ici, on avait l'isomodule -2. Donc, on était quasiment en basse fréquence à l'isomodule -2. Là, maintenant, en basse fréquence, on est à l'isomodule 0. Donc, on a gagné un peu de dB en se rapprochant du point critique. On en a perdu en ayant cette tangence à l'isomodule 0 dB. Donc, l'un dans l'autre, on n'a pas vraiment changé la résonance. On est d'accord? Ouais. Ouais.
Alors, ce cas de figure qui est ici, je l'ai fait pour tau i égale 2 secondes. Si vous voulez faire une simule sur ASL pour retrouver ces résultats, tau i égale 2 secondes, au niveau ici de la courbe de la FTBO, le 2 secondes, on est quelque part par ici. Alors, tau i égale 2 secondes, ça veut dire une pulsation de coupure du tau i, enfin de l'intégrateur, de 1,5, de 0,5. Bon, bah ici, le 0,5 radians par seconde, il est à peu près ici. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est à ce point ici que je décale de 45 degrés 3 dB. Vous voyez, ce point, il est arrivé, c'est lui, ce point, il est devenu ce point-là à peu près, à la louche. D'accord? Et quand on est un petit peu plus haut en fréquence, eh bien, on décale encore un petit peu parce que quand vous regardez des courbes de gain et de phase, la phase met plus longtemps en oméga à devenir nulle. Il faut une bonne décade ou deux pour que la phase soit complètement nulle, alors que le gain, lui, est devenu rapidement nul, ce qui fait que même si on est supérieur à 1 sur tau i, on a encore un petit décalage de phase. C'est ce qui explique qu'on a quand même rapproché un petit peu du point critique. Bon, mais finalement, sans vraiment toucher à la stabilité. Donc, le calcul de tau i va se faire à partir de la courbe que l'on veut corriger. Ici, je suis dans un exercice où j'ai pris un exemple numérique de courbe qui a le oméga à cet endroit-là qui vaut 0,5. Donc, pour que ce soit bien, il faut que je fasse 1 sur tau i égale 0,5 pour que ce soit ce point-là qui ne soit pas trop modifié. Mais bien sûr, si j'avais une autre valeur numérique, eh bien, il faudrait avoir le même effet aux mêmes pulsations, donc ça changerait la pulsation où je dois le faire, donc la valeur numérique de tau i. Puis évidemment, je peux faire n'importe quoi. Je peux faire des exemples, c'est-à-dire que le tau i se calcule en fonction du système que l'on corrige. Il n'y a pas une valeur de tau i universelle qui fonctionne bien pour tous les systèmes. Ça s'adapte à chaque système. Et est-ce que vous comprenez ce qui risque de se passer si je choisis mal mon tau i? La précision sera pas assez compensée. Enfin, je m'exprime mal. La précision sera pas aussi Alors bonne. non. Alors, non. Alors justement, quel que soit le choix que je vais faire de tau i, quelle que soit la valeur de tau i, mon oméga égale 0, il va toujours se retrouver à plus l'infini. Par contre, si je calcule mal mon tau i, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez que 1 sur tau i, j'ai fait une application numérique et que ça correspond à la pulsation oméga qui est ici sur ma courbe en boucle ouverte. Ouais, Ça va augmenter la stabilité. exactement. Ça va dégrader davantage la stabilité puisque si ce point-là a un oméga qui correspond à 1 sur tau i, 1, 2, 3, 4, 45 degrés de décalage, 3 dB, la courbe corrigée, elle va se retrouver décalée ici. Par contre, elle commence toujours de plus infini. Elle est toujours précise. Mais évidemment, ça veut dire que la déformation va m'amener de manière dangereuse, très proche du point critique. Oui. Et que donc, si je calcule mal, ça peut dégrader la stabilité. Mais de la même manière que le faire à trop haute fréquence, ça va dégrader la stabilité. Et si je le fais à une fréquence, vous voyez, je vous donne un deuxième cas de figure. Regardez. Je donne un deuxième cas de figure. Là, j'ai toujours ma FTBO. Et cette fois, ce que je vais vous montrer, c'est que je n'ai pas pris un 1 sur tau i calé par ici. J'ai pris un 1 sur tau i calé en très basse fréquence dans ma FTBO. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est logique? Ben oui, pour oméga égale 0, je pars toujours à plus l'infini moins 90. Vous voyez, ma courbe corrigée, elle est là, moins 90 plus l'infini. Donc, il est toujours précis. Par contre, le 1 sur tau i est très basse fréquence, donc décalage de 45 degrés, 3 dB, voyez, il est là, mon décalage à 1 sur tau i. Et puis, ce qui veut dire que du coup, comme mon 1 sur tau i est très basse fréquence, je suis très rapidement à nouveau confondu avec ma FTBO. Donc, je maintiens ma FTBO corrigée très loin du point critique, en tout cas pas plus près
du point critique que je ne l'avais avant la correction. Donc on pourrait se dire, c'est super, c'est bien comme cas de figure. J'ai la précision et j'ai absolument pas rapproché du point critique, donc je n'ai absolument pas dégradé la stabilité, voire même je l'ai un petit peu améliorée. Est-ce que vous suivez le truc? Et vous voyez ici, regardez, la réponse en boucle fermée qu'on obtient. Effectivement, la stabilité n'est pas dégradée, elle est voire même légèrement améliorée, c'est peut-être légèrement moins oscillant que tout à l'heure. Mais par contre, regardez, est-ce que l'erreur est nulle? Au départ, non. Au départ, non. Et là, vous voyez ce que ça fait? Ça monte, ça monte, ça monte. Alors, pour éviter d'avoir à changer d'échelle, je n'ai pas fait une visualisation sur un temps plus long. Faites-moi confiance. Vous pouvez me faire confiance. En fait, si je refais symboliquement mon échelon, eh bien, ma réponse, elle fait comme on le voit au tableau, hein, elle oscille déjà un peu. Et puis, en fait, là, ce qu'on voit ici, c'est qu'elle est en train de grimper. Elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, et elle va finir par faire une erreur nulle. Vous voyez? Là, on ne le voit pas à l'écran. Mais elles finissent par se rejoindre. Parce qu'elle, elle grimpe, sans s'arrêter de grimper jusqu'à ce que epsilon soit égal à 0. Donc le système est bien précis, mais qu'est-ce qu'il est qui n'est pas cool? Il est devenu super Lent. lent. Il met 2 plombes à supprimer l'erreur. Alors regardez, je vous ai préparé une petite animation. Wow. Bah ouais, attention, hein. Voilà. Ouais, c'est chouette à l'écran, ça passe bien. Alors évidemment, alors je vais mettre lecture, reboucler la lecture en permanence. Oula, ça part vraiment en vrille, quoi. Eh oui. Voilà. Alors en fait, ici, d'un côté, vous avez la FTBO corrigée, et de l'autre côté, vous avez la réponse indicielle en boucle fermée du retour unitaire. Ici, la première image, c'est toujours notre FTBO non corrigée, celle que l'on analyse depuis le début, d'accord, avec une réponse indicielle où il y a une erreur et une stabilité pas excellente, mais bon, c'est stable quand même, avec une qualité de stabilité un peu médiocre quand même. Et puis comme ça, on voit bien, au fur et à mesure en fait que là, je corrige de plus en plus fort, on voit l'effet sur la réponse indicielle. Voilà. Et là, à la fin, le dernier cas, on devient carrément instable. Le premier cas qu'on a vu, on le fait un sur TOI beaucoup trop petit. Donc, vous pouvez voir, ça va revenir, hein, qu'à ce moment-là, l'erreur met très longtemps à être corrigée. On a un cas intermédiaire, vous voyez, ça met du temps à corriger. Ensuite, on a un cas intermédiaire où c'est pas mal du tout. Et puis après, quand on fait trop, ben, la stabilité commence à se dégrader, devient catastrophique. Et le dernier cas de figure, on devient carrément instable. Et là, c'est nickel. Et puis là, maintenant, on commence à dégrader la stabilité. Et là, on est devenu instable. OK? On commence à 1 sur TOI trop petit, 1 sur TOI qui va bien, 1 sur TOI qui est trop grand. Donc tout va se jouer sur le TOI. Ah bah donc, tout va jouer sur la valeur numérique du TOI que l'on va mettre, qui se met en fonction de la courbe que l'on a au départ. Pour savoir si on met ni trop, ni trop peu. Et ça, c'est valable que pour les proportionnelles intégrales. Non, ça va être vrai pour tous. Ok. C'est pour ça que je prends du temps sur cet exemple du pays, parce que cette philosophie, ça sera la même chose pour les autres. C'est-à-dire qu'après, du coup, quand on dit qu'un correcteur comme le pays, par exemple, quand on dit qu'il améliore la précision, qu'il le rend parfait, oui, c'est vrai. Et qu'il ne dégrade pas la stabilité, oui, à condition de ne pas le caler et de ne pas le régler n'importe comment. Ça sera pareil pour les autres cas. Ils ne feront leur amélioration correctement que si on a bien dimensionné les constantes de temps qui vont avec. Bon, c'est cool l'animation, ça vous parle? Ouais, c'est super. Franchement, c'est hyper clair. Hein, et attention, hein, ne mélangez pas tout, c'est ça l'auto. C'est ici, on a la boucle ouverte, non corrigée, puis celle qui est corrigée. Et là, ce qu'on voit, c'est la réponse avec le correcteur de la boucle fermée de ce qu'il y a ici à retour unitaire. Là, on est en réponse indicielle dans le temps. C'est ça qui nous intéresse, en fait. Hein. C'est qu'est-ce qui arrive à l'asservissement. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. D'accord?
Alors, j'en ai profité pour faire une deuxième animation, c'est que on voit bien que finalement, si je pars d'un cas de figure où le pays il a été dimensionné correctement, vous voyez, là, c'est celui que je vous ai pris comme exemple en disant le 1 sur TOI, il est à peu près par ici. J'ai une courbe corrigée qui a une erreur nulle et qu'il atteint cette erreur nulle assez vite. Je me suis un petit peu rapproché du point critique, mais la stabilité reste à peu près identique à ce qu'on avait avant la correction. Donc bon, ici, on pourrait dire que c'est à peu près le mieux qu'on peut faire avec le pays tel que l'on a dimensionné là. Hein, et qu'on a donc un système qui est devenu parfaitement précis, mais on n'a pas amélioré la stabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous rappelle qu'on a réalisé un correcteur pays avec un coefficient de proportionnalité qui vaut 1. Et là, on voit bien pourquoi on a encore des oscillations, puisque l'isomodule 0 dB, je vais le mettre en évidence. Où est-il l'isomodule 0 dB? Parce que finalement, quelque part, il devient central, cet isomodule 0 dB. Vous avez commencé à le pressentir aussi quand on a parlé de ce fameux ABAC de Black. L'isomodule 0 dB, il est ici. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend naturellement? Que si ma courbe, elle rentre à l'intérieur de l'isomodule 0 dB, je vais avoir une résonance en boucle fermée, puisque je vais aller toucher des isomodules plus grands que le 0 dB. Par contre, si je reste toujours de ce côté-là de l'isomodule 0 dB, je vais avoir tendance à ne toucher que des isomodules décroissants. Donc, en gros, il est un petit peu comme une frontière. Si ma FTBO rentre à l'intérieur de cette frontière, c'est peut-être stable, mais la qualité de stabilité, il ne faut pas trop y compter. Et si je reste à l'extérieur, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec le P du pays? Eh bien, je peux jouer sur le facteur P. Vous voyez ce qui se passe? Je joue juste sur le coefficient de proportionnalité. La courbe que j'avais, qui me plaisait bien, elle est translatée vers le bas. Je vais effacer l'isomodule, quoique non, ça. Alors, vous le voyez ou pas? On ne change pas la forme de la courbe, mais on la translate vers le bas avec le coefficient P. Et comme elle descend, vous voyez qu'à un moment, elle va ne plus rentrer dans l'isomodule 0 dB, à l'intérieur de l'isomodule 0 dB. Et vous voyez la conséquence que ça fait sur la réponse indicielle? En descendant la courbe, je la fais s'éloigner du point critique, elle touche des isomodules de plus en plus petits, voire ensuite elle se met à toucher uniquement des isomodules décroissants dans le dernier cas, et on voit bien que dans le dernier cas, ma stabilité est devenue Excellent. parfaite. Avec mon erreur, vous voyez, mon erreur, elle est toujours nulle. Je finis toujours à 0. Ouais, c'est cool. Oui. Donc, on dit un pays, le pays, il permet d'améliorer la précision, mais si on joue sur le coefficient P, on peut aussi, une fois que la précision est parfaite, on peut aussi jouer sur le P pour régler la stabilité et qu'il n'y ait plus d'oscillation du tout. D'accord? Est-ce que c'est clair sur ce qui se passe? Très. Hein, et la courbe descend là. On a l'impression qu'on change sa déformation, mais en vrai, c'est une translation vers le bas qui est fait. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? Super, le dernier cas de figure, j'ai bien. Je vais essayer de l'arrêter quand on y est. Oh, zut. Le dernier cas de figure, j'ai bien un résultat qui commence à être très intéressant. Hein, vous voyez, elle est toujours moins 90 plus l'infini et la même déformation. Donc là, je commence à avoir quelque chose de très intéressant. L'erreur statique est nulle, la stabilité est très très bonne. Bon, on peut voir que il y a un temps de réponse qui est un petit peu pas terrible. Hein, si en plus on pouvait éviter cette lenteur du système pour annuler l'erreur statique, ça serait pas plus mal. Ce qui fait que, eh bien, même si avec le P du pays, on peut aussi jouer sur la stabilité, eh bien, on comprend que jouer sur la stabilité avec un pays, ça va jouer sur la réponse au niveau du temps de réaction. Et que ça va stabiliser, mais ça va le rendre de plus en plus lent. Vous êtes d'accord? Ouais.
Oui. Et c'est pour ça que du coup, on s'est dit, il faut qu'on trouve un autre correcteur qui va pouvoir améliorer la stabilité, comme on vient de le faire, mais en évitant de le ralentir. Ça roule? Je vous propose une petite pause avant de passer au correcteur suivant.